Nous allons aborder aujourd'hui votre premier cours de numismatique. Alors la numismatique, c'est l'étude des monnaies. Alors, pour ce faire, je vais aborder en fait cette étude par l'examen, par l'analyse d'une pièce de monnaie qui a été mise en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, bien entendu, à la fin de la période classique. Je vous ai distribué un document que je vais montrer à la caméra. Ce document-ci, voilà, sur lequel vous avez deux sources en fait. Au-dessus, vous avez la pièce de monnaie avec ce que l'on appelle son droit et son revers, c'est comme pour le tennis, hein, le recto et le verso, si vous voulez, c'était une feuille de papier. Et en dessous, vous avez des comptes de trésoriers d'une association de villes à des fins religieuses qu'on appelle une amphictyonie. On va successivement aborder ces deux sources. Avant cela, je voudrais tout d'abord, dans le cadre d'une petite introduction, vous montrer tout l'intérêt de la numismatique. En effet, la numismatique s'étend bien au-delà de la curiosité de ce que jadis on appelait des antiquaires, c'est-à-dire des érudits, des gens qui collectionnaient des objets provenant de l'Antiquité. En effet, la numismatique ne relève pas d'une curiosité superficielle, en fait, elle nous permet d'aborder toute une série de secteurs de l'histoire générale. Tout d'abord, sur le plan purement matériel, elle nous informe sur les métaux qui étaient utilisés dans le passé pour faire les pièces de monnaie. Elle nous informe également, lorsque nous retrouvons un trésor, sur la nature, sur le type, sur la quantité des échanges entre des cités diverses du monde gréco-romain. Voilà, ça concerne l'histoire économique, je dirais. Cela concerne également l'histoire politique, comme on va le voir dans l'analyse de la pièce de monnaie que je vais étudier avec vous aujourd'hui, puisqu'elle nous informe sur des alliances entre cités, c'est-à-dire entre États indépendants. Une pièce de monnaie peut également nous informer sur l'histoire, peut être intéressante pour l'histoire de l'art, dans la mesure où elle nous révèle un certain nombre de modèles qui étaient prisés à un moment donné dans un lieu donné. Sur le plan politique, elle peut nous informer également sur des moyens de propagande et sur des valeurs éventuelles, des symboles qui étaient mis en évidence par l'un ou l'autre pouvoir, l'une ou l'autre autorité. Donc vous voyez que la numismatique ne concerne pas, et de loin, seulement les collectionneurs, elle concerne donc l'histoire économique, l'histoire des échanges, l'histoire du commerce, elle concerne l'histoire religieuse, on va le voir ici. Je n'ai pas explicité encore
mon propos à ce sujet parce que ça va être une des parties du cours. Elle concerne l'histoire politique et l'histoire de l'art. Donc vous voyez que, contrairement à l'image que l'on pourrait avoir du numismate, qui tout seul dans son bureau, dans sa chambre, est en train de, comme un vieil avare, de manipuler des pièces de monnaie pour leur rareté ou parce que ce sont des objets un petit peu particuliers, eh bien il faut s'éloigner de cette idée-là et se dire que les pièces de monnaie peuvent être des sources extrêmement précieuses pour les historiens à une époque où celles-ci sont justement relativement rares. Et comme vous le savez, pour les périodes reculées, les historiens doivent faire feu de tout bois. Ça, c'est l'intérêt, je dirais, scientifique. Alors, il y a également un intérêt, je dirais, beaucoup plus concret pour vous, futurs professeurs, c'est que dans les programmes de l'enseignement secondaire, en particulier en première année, il y a un certain nombre de compétences qui doivent être développées chez les élèves. Et parmi ces compétences, il y a celle de l'identification des sources. Un élève doit être capable d'établir une typologie, c'est-à-dire un système de type, de nature des sources. Dans cette typologie, on trouve, outre les sources archéologiques, des sources iconographiques, des sources écrites, qu'elles soient officielles ou littéraires, des sources épigraphiques, et nous étudierons demain une dédicace de l'empereur Antonin le Pieux du IIe siècle après Jésus-Christ, donc l'empereur romain, en l'honneur de son prédécesseur, l'empereur Adrien. Et là, il s'agit effectivement d'une inscription qui se trouve gravée donc au château Saint-Ange, en tout cas c'est le nom que porte à l'heure actuelle ce bâtiment, qui jadis s'appelait donc le mausolée d'Adrien. Et enfin, il y a les sources numismatiques. Donc un élève, dès la première année, doit être capable de distinguer toutes ces sources. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'étudier successivement avec vous différents types de sources que vous pourriez utiliser pour que les élèves soient capables de distinguer justement toutes ces sources. Alors, on va aborder maintenant le sujet proprement dit en faisant la critique, parce que lorsque j'indique exercice de numismatique, en fait, il faudrait préciser qu'il s'agit d'un exercice de critique historique appliqué à la monnaie. Et la critique de cette pièce de monnaie va nous amener à considérer d'une part l'aspect extérieur de la pièce de monnaie et d'autre part d'en faire l'examen du point de vue de la critique interne. Mais préalablement, il va falloir l'identifier. Donc, petit a, on doit d'abord en faire la critique de provenance, autrement dit, l'identifier, et ensuite, on va en faire la critique d'interprétation, en analysant tout d'abord la forme, et vous allez voir que ça va essentiellement nous renseigner sur l'histoire religieuse, et ensuite sur le fond, qui concerne à la fois l'économie, l'histoire économique, et l'histoire politique de la Grèce ancienne à la fin de la période classique, juste avant ou au début de la période hellénistique. Alors, il faut bien faire attention.
C'est pour des raisons pédagogiques que je distingue dans des catégories différentes la religion, l'économie et la politique. Ce sont des concepts et des catégories actuelles. Pour un grec de l'Antiquité, la religion, la politique et même l'économie sont étroitement imbriquées. Nous vivons dans une société où il y a de fait séparation des églises et de l'État, mais dans l'Antiquité, la religion, la politique font bon ménage. Les deux sont liés. Il serait tout à fait absurde de séparer les deux. D'ailleurs, tout est religieux pour les Grecs de l'Antiquité. Tout est religieux. La politique est religieuse. Comment imaginer que des gens qui croyaient en des dieux, en des déesses, aient pu séparer leur croyance du destin de leur cité, par exemple lorsqu'elles faisaient la guerre? Alors que pour ces gens-là, lorsque l'on faisait la guerre, on faisait appel, avant de la commencer, à un certain nombre de personnages qui annonçaient, présageaient de l'issue de la bataille, par exemple. Il y avait des oracles, il y avait des augures, il y avait toute une série de personnages. Et donc, on était persuadé que si l'on perdait ou si l'on gagnait, ben, c'est qu'en fait, on n'avait pas l'assentiment du dieu ou de la déesse qui protégeait la cité. Donc pour eux, religion et politique étaient extrêmement liés. Je dirais que ce système a fonctionné jusqu'au XIXe siècle. Pensez qu'au moment de la Révolution française, le roi Louis XVI était encore monarque de droit divin, jusqu'en 1789. C'est seulement les 3 dernières années de son règne, avant d'être détrôné, là, en 1792, qu'effectivement, pendant 3 ans, il était monarque constitutionnel, mais avant, il était monarque absolu de droit divin. Il y a toujours, d'ailleurs, les théocraties, à l'heure actuelle, je signale que le pape est un monarque absolu de droit divin. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Même chose pour l'économie, pour eux, tout est lié. Donc, vous ne devez pas imaginer que les catégories que moi, pour des raisons pédagogiques, je note ici au tableau, avaient du sens pour les Grecs. D'ailleurs, le problème des catégories est un problème important sur lequel il se penchait. Aristote a écrit un ouvrage sur les catégories, justement. Et alors, dans un dernier temps, comme d'habitude, j'essaierai d'établir une conclusion à mon propos. Voilà, je vais peut-être tracer une ligne ici, ce qui me permettra peut-être de pouvoir écrire quelques mots clés au tableau. Des mots techniques pour l'orthographe, auquel il pourrait y avoir un petit problème, un petit souci. Alors, nous allons commencer par établir le contexte. Ça va? Regardez la ligne du temps qui se trouve ici. Sur cette ligne du temps, j'ai repris les événements qui m'ont semblé nécessaires, voire indispensables, pour comprendre le propos de la leçon d'aujourd'hui. Je suis parti de 380 avant Jésus-Christ et je me suis arrêté en 320. Du côté gauche de cette ligne du temps, qui a été graduée, comme vous voyez, par dizaines, par décennies ou par décades, vous avez en blanc le nom de 2 grands souverains qui vont jouer un rôle, en tout cas pour le premier de ceux-ci, important dans l'affaire qui nous intéresse. Il s'agit de Philippe II, roi de Macédoine. Je vais vous montrer sur la carte ici où se trouve la Macédoine. Alors la Macédoine se trouve à l'extérieur, je dirais, de la Grèce de l'époque, parce que autant les Macédoniens sont des hellénophones, autant ils ne participent pas de la Grèce des cités.
En effet, la Macédoine est un royaume, alors que partout ailleurs, ici, vous avez des cités à propos desquelles j'ai eu l'occasion déjà de vous entretenir. La capitale de la Macédoine est Pella. Voilà. Alors, je retourne à ma ligne du temps. Donc, Philippe II de Macédoine règne entre 360 et 336 avant Jésus-Christ. Donc, c'est toute cette période-ci. Et vous allez voir que sur ma ligne du temps, c'est justement pendant cette période-ci que se situent la plupart des événements ici mentionnés en bleu, sur lesquels je vais revenir, et qui concernent le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça se passe à l'époque du règne de Philippe II, roi de Macédoine. À la mort de Philippe II en 336, c'est son fils qui va régner pour 13 ans. Il s'agit d'Alexandre III, mieux connu sous le nom d'Alexandre le Grand. C'est le début de l'époque hellénistique, qui sera marquée par la création d'abord d'un grand empire, et puis par la division de celui-ci en plusieurs royaumes divisés entre ses généraux, après sa mort. J'ai indiqué ensuite en rouge deux dates importantes. Il s'agit tout d'abord entre 356 et 346, pendant 10 ans, donc cette période qui va d'ici à là. Ça va. La troisième guerre sacrée, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait d'une guerre entre, d'une part, les Phocidiens, P-H-O-C-I-D-I-E-N-S, et d'autre part, Philippe de Macédoine et ses alliés. Je vous montre tout de suite où se trouve la Phocide sur la carte. Alors, la Phocide, c'est ce territoire ici. Vous voyez, le mot Phocide est écrit là. La Phocide. Alors, tant que je suis ici, pour éviter des allers-retours de la caméra, je vous montre en même temps où se trouve Delphes. Vous voyez, ici en caractère gras. Delphes qui est le siège d'un grand sanctuaire dans la Grèce ancienne. Je vous montre également Thermopyle, que vous connaissez évidemment par la fameuse bataille, où les Spartiates ont retenu les Perses. Et je crois que c'est même ce soir, sauf faire de ma part, qu'on le passe à la télévision, les 300 Spartiates, justement ce soir. Alors, si je vous montre, ce n'est pas pour cette raison-là, c'est parce que à côté de Thermopyle se trouve une localité, qui n'est pas mentionnée ici, qui s'appelle Antéla. Et Antéla se trouve donc à côté de Thermopyle, et Thermopyle, cette localité comment dirais-je, se retient également tout simplement par le nom de Pyle. P-Y-L-E-S. Thermopyle ou Pyle, c'est la même chose. Pyle, ça veut dire tout simplement rocher, ça va, un pylône, vous savez ce que c'est. Et thermo, je crois que tout le monde connaît ça, un thermo, c'est quelque chose qui tient chaud. Donc les thermopyles, ça veut dire en fait, les rochers chauds, ça veut dire en fait, chaud plutôt, ça veut dire que tout simplement, si vous allez au Thermopyle à l'heure actuelle, vous allez voir qu'il y a une sorte de petit ruisseau, de petite rivière, où il y a de l'eau chaude, comme ce sont des sources, si vous voulez, il y a de l'eau chaude. Ça va? Bon. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'à Pyle, ou à Thermopyle, si vous voulez, Antéla plus exactement, qui est la petite localité, se trouve également un autre sanctuaire.
Ici se trouve le sanctuaire d'Apollon, et ici se trouve un sanctuaire en l'honneur de Déméter. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc vous voyez, Delphes et Thermopyles ne sont d'ailleurs pas très éloignés l'un de l'autre. Mais il faut évidemment ne pas s'illusionner, parce que n'oubliez pas qu'on est en Grèce. Qui dit Grèce dit montagne. Hein, et donc parfois, un vol d'oiseau, ça paraît près, mais il fallait parfois marcher beaucoup. Hein, il fallait gravir des montagnes, et ce n'était pas toujours simple d'aller d'un endroit à l'autre. Ce qui explique d'ailleurs la multiplicité de toutes ces petites cités en Grèce. C'est que justement, le territoire était très morcelé par ces montagnes, et c'était donc souvent dans les vallées que s'établissaient les cités qui étaient tous des États indépendants, hein, je le rappelle. Hein, donc je vous rappelle, je l'ai déjà dit 10 fois ou 100 fois peut-être, cité n'est pas synonyme de ville, cité est synonyme d'État qui comprend des villes ou des bourgades et les campagnes environnantes. Alors, nous revenons... Non, on va rester ici, parce que comme ça, on ne devra pas faire des allers-retours. Vous voyez ici, il y a une localité qui s'appelle Chéronée, à l'est de Delphes. Vous voyez ici, Chéronée. Et c'est à Chéronée, en fait, qu'en 338, Philippe de Macédoine va battre une coalition de cités grecques, parmi lesquelles se trouvent les Thébains et d'autre part les Athéniens. Donc Thèbes se trouve ici, bien entendu, il ne faut pas confondre avec la Thèbes égyptienne, hein, la capitale du Nouvel Empire, du moyen du Nouvel Empire, et Athènes, là, je ne vous apprends rien, hein, se trouve ici en Attique. Donc retenez bien pour la suite de mon propos, donc la situation de Delphes, la situation de Thermopyles en fait en Théla, la situation de Thèbes, la situation d'Athènes. Voilà. Pour l'instant, je me limiterai à ça pour la carte. Alors, nous revenons ici, donc, à cette ligne du temps. À la bataille de Chéronée, donc, Philippe de Macédoine va en fait soumettre la plus grande partie des cités grecques. On peut dire que cette bataille, que l'on trouve dans tous les manuels d'histoire, marque la fin des cités grecques indépendantes. Formellement, elles resteront encore indépendantes, hein, mais dans les faits, les Macédoniens vont exercer un véritable protectorat, si vous voulez, sur les cités grecques. La plupart, en tout cas. Alors, maintenant, nous allons passer, après avoir vu ceci, à quelques éléments d'histoire qui sont nécessaires pour comprendre l'émission des pièces de monnaie sur lesquelles je vais revenir. Alors, regardez un petit peu les dates. Je monte peut-être un petit peu. Voilà. Alors, 373, 372, en bas de la ligne du temps. Le temple d'Apollon à Delphes est détruit. Entre 356 et 346 a lieu une guerre sacrée, hein, je vous en ai déjà parlé, entre les Phocidiens d'une part et les Macédoniens et leurs alliés d'autre part, guerre qui est perdue par les Phocidiens, et les Phocidiens qui avaient occupé Delphes et qui avaient pillé le temple d'Apollon, se voient infliger une très lourde amende équivalent au prix à payer pour la reconstruction du temple d'Apollon à Delphes. Donc le temple avait été déjà détruit en 373-372. Les Phocidiens, entre-temps,
pendant cette période-ci, entre 372 et 356, on avait commencé à reconstruire le temple, mais ne voilà-t-il pas que pendant la Troisième Guerre sacrée, les Phocidiens réoccupent le temple et vont le piller. Évidemment, tout va retomber sur leur dos. Malheur aux vaincus, vous connaissez l'expression de Brennus, et à ce moment-là, ce sont les Phocidiens qui vont devoir payer des sommes équivalentes à la reconstruction du temple. Or, la somme demandée est incroyablement élevée. Il s'agit de 10 000 talents. 10 000 talents. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 10 000 talents. Je vais vous représenter ici l'équivalence. Alors, un talent équivaut à 600 mines. Et une mine équivaut à 100 drachmes. Je vous rappelle que la drachme est la monnaie qui a été utilisée jusqu'au 31 décembre 2001, juste avant l'introduction de l'euro, lorsque la Grèce est rentrée donc dans la zone euro, lorsque l'euro a été créé, parce que la Grèce faisait partie des pays membres de la zone euro. Alors si vous faites l'addition de tout ça, la multiplication, plus exactement, vous allez voir que 1 talent égale 600 mines, si une mine, excusez-moi, j'avais mis un S, je viens de le repérer. Alors, si vous multipliez ici par 100 pour avoir l'équivalent en drachmes, ben, vous aurez 60 000 drachmes. On est bien d'accord? Il se fait que les talents et d'autre part les mines sont en fait des monnaies qui n'existent pas sous forme sonnante et trébuchante. Elles n'ont qu'une valeur pondérale. Quand je dis non que, entendons-nous bien, comme elles valent très cher, elles ont une valeur pondérale. Donc elles ont une valeur en termes de poids. Et donc on les utilise essentiellement comme monnaie de compte. Un petit peu comme au Moyen-Âge, on le verra à partir de la réforme carolingienne de la monnaie, et ça ce sera beaucoup plus tard, évidemment, on verra à ce moment-là qu'une livre de l'époque carolingienne égale 20 sous, égale 240 deniers. Ça c'est à partir de l'époque carolingienne. Donc une livre égale 20 sous égale 240 deniers. Puisque un sou était égal à 12 deniers. Ici, nous avons une équivalence que l'on peut traduire sous la forme de 1 talent égale 600 mines égale 60 000 drachmes. Or, il se fait que le sujet d'aujourd'hui porte non pas sur une pièce de monnaie qui est une drachme, mais sur une pièce de monnaie que l'on appelle un statère. Alors, je peux vous donner également d'autres éléments ici d'équivalence. Je vais vous donner l'équivalence tout simplement en statère. Un statère égale 2 drachmes, donc 30 000 statères. Le statère peut être d'or ou d'argent. Le statère que je vais étudier avec vous aujourd'hui est un statère d'argent. Alors il faut savoir que quand je vous dis 1 talent égale 60 000 drachmes, il faut savoir qu'il y avait 2 étalons, en fait, dans le mot grec, dans le monde des cités grecques. Il y avait d'une part l'étalon attique, et je vais vous montrer la carte. L'étalon attique, c'est un étalon qui avait été créé dans cette cité-État qu'est l'Attique, ici la cité d'Athènes. Et puis il y avait dans le mot grec un deuxième étalon qui était
l'étalon d'Égine. Alors, Égine, vous voyez, c'est cette île qui se trouve en face de l'Attique. Donc, il y avait deux étalons. L'étalon d'Égine était utilisé dans une grande partie de la Grèce. Alors, en effet, l'étalon d'Égine, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, enfin, concernait vraiment beaucoup de cités grecques, comme le Palon d'Attique. Alors, 30 000 statères. Mais, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, comme il s'agit de deux étalons différents, le nombre de grammes d'argent que l'on trouve dans les drachmes attiques ou dans les drachmes suivant l'étalon d'Égine n'est pas le même. Donc ça veut dire que une drachme d'Athènes comprend 4,3 grammes. Tandis que la drachme, qui a pour étalon Égine, a 6,1 grammes. Donc vous voyez que pratiquement, elle est plus élevée de 50%, puisqu'on passe de 4 à 6. Ça va? Donc, si maintenant on doit convertir ceci dans l'un ou l'autre étalon, il faudra évidemment tenir compte qu'il y a 50% en plus dans le système que nous utilisons ici, puisque nous sommes dans le système éginéen. Ça va? Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc 10 000 talents que les Phocidiens devaient rembourser comme amende pour la reconstruction du temple d'Apollon à Delphes. Alors, vous multipliez encore ceci par 10 000. Il suffira de multiplier, donc ça fera, si l'on avait des statères, vous imaginez combien, il n'y a pas que des statères, parce qu'avec des talents, vous pouvez faire également d'autres monnaies. Il y a des oboles, il y a des drachmes, etc. Mais si on se limitait aux statères, donc c'est une hypothèse, vous devriez donc multiplier ces sommes-ci par 10 000, donc ça ferait, on met déjà le nombre de zéros qu'il y a là, et alors on en rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 300 millions de statères, si je ne me suis pas trompé, je ne crois pas. On est bien d'accord? Il y a bien mis 0, d'accord? Donc ce serait l'équivalent de 300 millions de statères. Donc vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas de petites sommes. Vu l'importance de cette somme-là, vous voyez tout de suite ce qui va se passer, c'est que les Phocidiens ne pourront jamais rembourser la totalité de cette somme. Ils pourront en rembourser une petite partie. On les a tellement imposés que pour eux ça devient invivable, ils doivent quand même encore vivre. Pensez un petit peu à ce qui s'est passé au lendemain du traité de Versailles de 1919. On a chargé l'Allemagne de dommages et intérêts pour les destructions qu'elle avait faites pendant la guerre, d'intérêts impossibles à rembourser. Et c'est ce qui explique qu'en 1923, la France et la Belgique ont dû occuper une partie de la Rhénanie pour se payer en nature sur le charbon qui était produit justement en Rhénanie. Vous connaissez également tout le problème de l'inflation incroyable dans les années 1922-1923 en Allemagne, où finalement on devait payer un pain plusieurs milliards de marks. Donc vous voyez que, bien entendu, les Phocidiens ne pourront jamais rembourser tout cela, et ceux qui pourront rembourser, ça on va le voir par la suite, je ne vais pas trop vite dans le raisonnement.
Alors, je peux montrer la ligne du temps? Alors, en 300, c'est bien allumé, hein, j'espère, parce que je m'inquiète parfois. Alors, cette troisième guerre sacrée se termine bien en 346. À ce moment-là, l'amphictyonie, alors, j'ai peut-être déjà dit ce que c'était une amphictyonie, ou sinon je le répète, oui, enfin je vais peut-être le répéter. Donc, une amphictyonie est une association d'États qui se réunissent à date régulière pour discuter d'une part de la gestion de sanctuaires qu'ils ont en commun. On y discute également de problèmes politiques, car évidemment les liens religieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas sans accointance avec des problèmes politiques. D'ailleurs, on sort d'une guerre sacrée, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Ce sont des guerres religieuses, comme il y a eu des guerres de religion en France dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Là, il y avait aussi des guerres religieuses. Et donc, une amphictyonie, c'est donc une fédération d'États, mais uniquement qui a pour seul objet la gestion des sanctuaires, avec éventuellement des conséquences politiques, voire militaires. Mais l'association est bien religieuse. Évidemment, ce serait de l'anachronisme si on disait que ce serait, je ne sais pas moi, une association d'évêchés, si l'on prend le cas de l'Église catholique. Mais enfin, quelque part, ça ressemble un petit peu à ça. Un petit peu, je dis bien. Parce qu'en fait, à cette époque-là, ce sont les cités qui prennent en main les traités d'alliance. Et ce n'est pas les évêques, bien entendu, c'est-à-dire les chefs religieux. Il n'y a pas de clergé, d'ailleurs, en Grèce, je vous le rappelle. L'amphictyonie a un peu une fonction, à certains égards, que l'on pourrait comparer à celle d'une fabrique d'église. Vous savez ce que c'est qu'une fabrique d'église? Les fabriques d'église ont été instituées il y a 2 siècles, soit au moment de la Révolution française, je crois, ou à l'époque de Napoléon, en tout cas il y a 200 ans, pour gérer, je dirais, le patrimoine des églises. Donc ce sont quelques paroissiens en général, avec le curé, ou même sans le curé d'ailleurs, qui se réunissent un certain nombre de fois par an, je parle en Belgique à l'heure actuelle, et qui sont chargés de gérer le patrimoine de l'Église, de réparer les toitures de l'Église, enfin tous les problèmes, vous imaginez, quand on doit prévoir, je ne sais pas moi, de remettre du mazout dans la cuve, ou des choses comme ça, c'est la fabrique d'église qui s'en occupe. Quand le clocher risque de vaciller à la suite d'une tempête ou quoi, c'est la fabrique d'église. Et bien, je dirais que l'amphictyonie a entre autres job, entre autres fonctions, de gérer également, vous le voyez bien, la destruction d'un temple, un petit peu l'équivalent pour un prêtre que la chute de son clocher. Voilà. C'est pour ça que je compare sur ce point avec une amphictyonie, donc avec une fabrique d'église. Alors vous voyez au tableau, j'ai mis en P et en D, pour ne pas faire trop long, ce sont les abréviations, évidemment, des 2 cités, ou des 2 lieux, plutôt, où se trouvent les sanctuaires, d'une part de Déméter, Pyle, P-Y-L-E-S, et le D, évidemment, c'est elle. Donc c'est l'amphictyonie piléo-delphique. Ça va? Piléo-delphique. Ça va? Alors, cette amphictyonie comprend 12 étapes. 12 étapes, 12 cités. Alors, où se trouvent ces cités? Je vous les montre ici encore. Alors, ces cités, on les trouve un petit peu partout en Grèce. Alors, font partie de cette amphictyonie des localités qui se trouvent en Thessalie, d'autres qui se trouvent en Grèce centrale, par exemple en Locride, en Phocide,
en Béotie, ça va, donc je répète, Locride, Phocide, Béotie, en Attique, et même dans le sud de la Grèce, comme Sparte. Eh bien, donc vous avez 12 cités, 12 États indépendants qui forment une alliance pour gérer les deux sanctuaires de Delphes d'une part et de Pyle, c'est-à-dire d'Antéla d'autre part. Donc le sanctuaire d'Apollon et le sanctuaire de Déméter. Alors maintenant, on va étudier la pièce de monnaie. Je me suis permis, alors que je ne suis pas un bon dessinateur, de faire un petit schéma de ce que l'on appelle d'une part le droit et de ce que l'on appelle d'autre part le revers. Donc c'est, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est le recto et le verso de la pièce de monnaie. Il s'agit bien donc d'un statère d'argent. Ça va ? Alors le statère d'argent, tout à l'heure je vous ai expliqué, vous vous souvenez que la drachme éginéenne pèse 6,1 g d'argent, on est bien d'accord. Pour la drachme, comme un statère vaut 2 drachmes, on est bien d'accord qu'un statère d'argent comme celui-ci pèse 12,2 grammes. 12,2 grammes. Notez-le. Parce que ça, c'est quand même important. 12,2 grammes. Je dois l'écrire quelque part? Non, hein. 12,2 grammes. Alors, comment faisait-on une pièce de monnaie? Alors, je vais essayer de faire ça de manière un petit peu brève ici. Vous avez, d'une part, ici, enfin, ça va être de manière très schématique, bien entendu. Ici, bon, ici vous avez l'enclume, si je puis dire, le socle, et d'autre part l'enclume. Alors, vous tapez évidemment ici sur l'enclume, et alors à l'intérieur, alors ici, bon, j'aurais pu peut-être serrer un petit peu plus évidemment. Alors ici, vous allez mettre une surface métallique, donc du métal, de l'argent, autrement dit. Alors, ceci, ça s'appelle le flanc. Donc, c'est la pièce de monnaie qui n'est pas encore faite. Donc, c'est une surface métallique que l'on va poinçonner pour en faire une pièce de monnaie. Donc, on appelle ça le flanc. Alors, ici, vous avez une matrice où vous avez, dans la matrice elle-même, l'impression à l'envers, bien entendu, de ce qui va apparaître au niveau du droit. Mais excusez-moi, le droit est en bas. Et le revers sera ici. Ça va? Ceci, donc, c'est le flanc. Et ça, c'est la matrice. Ça va? Et donc, lorsque l'on va, en martelant sur l'enclume, écraser le flanc, il y a évidemment d'un côté et de l'autre l'impression du motif qui se trouve des deux côtés, bien entendu. Après, il va falloir rogner. Donc, le monnayeur va devoir rogner toute cette partie-ci, parce que tout ce qui dépasse, il va falloir couper tout ça. Parce que les pièces de monnaie, c'est pas comme du chocolat que vous écrasez, vous avez la figure du roi des Belges, et puis le reste on mange. Non, donc on va essayer de récupérer, parce que ça vaut de l'argent, c'est de l'argent d'ailleurs. C'est de l'argent, donc cet argent, on doit absolument le récupérer pour faire d'autres pièces de monnaie, puisqu'on va refondre. Ça va? Bon, alors ici je vous montre tout d'abord le droit de ce statère grec. Alors quand je dis ce statère grec, je devrais être plus précis, je devrais dire le statère de l'Amphictyonie piléo-delphique. Je vais vous expliquer comment on est arrivé
de comprendre l'objet et puis d'en faire l'histoire a posteriori. Donc je pars du résultat, en faisant l'histoire de cette pièce de monnaie, je pars du résultat et puis je vais essayer d'en trouver l'origine. Donc c'est une méthode presque archéologique, si vous voulez. Alors, sur le droit, vous avez en fait un visage, une figure de Déméter. Alors Déméter, c'est la déesse de l'agriculture, donc déesse très importante dans une société où les paysans représentent l'immense majorité de la population. Le mot Déméter lui-même vient de deux mots, Dea et Mater, qui veulent dire la déesse mère. Ça va? De la même manière, d'ailleurs, que plus tard, on aura chez les Romains, d'ailleurs pas plus tard, à la même époque, parce que nous sommes au IVe siècle, et les Romains, ils sont déjà ces dieux, ils vivent parallèlement à leur histoire. Le roi des dieux chez les Romains, c'est Jupiter. Et Jupiter n'est rien d'autre que la contraction de Deus Pater. Zeus Pater. Ça va? Deus, Dieu, Pater, le Père. Donc Jupiter, Déméter. Ça va? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à l'étymologie de ces mots-là, mais en tout cas, ça mérite d'être su parce que c'est tout à fait clair. Alors, à quoi peut-on reconnaître qu'il s'agit de Déméter? Eh bien, tout d'abord, parce que, évidemment, vous avez la reproduction sur la photocopie que je vous ai donnée, donc ça apparaît évidemment de manière plus claire et certainement plus précise que le vague schéma que moi j'ai tenté de reproduire au tableau. Voilà. En fait, vous allez voir dans la coiffure qu'il y a 3 feuilles nervurées, regardez bien, et qu'il y a sur le devant ici un épi qui fait le tour, dont on peut identifier juste sur le front ici des barbes. Des barbes d'épi, je parle précise, ça va de soi. Vous voyez ça? Donc ici, il y a des feuilles nervurées. Il y en a 3, et ici, vous avez donc un épi qui fait le tour du front, et on voit les barbes qui sont apparentes. Ce que j'ai essayé, donc ici, vous avez les feuilles. Donc ça, c'est le premier élément identifiable. Ensuite, ici, vous avez un voile. Vous voyez? Le voile. Donc je vais noter ici les différents éléments. Donc ici, je note épi de blé, et ici je note voile. Alors, la conjugaison de ces deux éléments montre qu'il s'agit bien de Déméter. Les épis, le lien paraît assez évident avec l'agriculture. C'est la déesse des céréales, si je puis dire. Alors on trouve ce portrait de Déméter assez souvent, même s'il peut être décliné de manière un petit peu différente suivant les cités, mais c'est très fréquent. Alors pourquoi le voile maintenant? Si vous avez des souvenirs de la mythologie grecque, vous vous souviendrez peut-être que Déméter intervient dans un mythe lorsqu'elle va rechercher sa fille Corée, C-O-R-E, accent circonflexe, Corée, aux enfers chez le dieu Hadès. Et lorsqu'elle va aux enfers rechercher sa fille Corée, elle porte un voile. Donc, elle porte ce voile lors de son arrivée. Ça va?
Ce mythe doit certainement vous rappeler quelque chose. Et c'est ce qui explique que la nature ne reverdit que la moitié de l'année. Il y a 6 mois de l'année où effectivement la fille de Déméter est au-dessus de la terre et 6 mois où elle vit avec son mari forcé, Hadès. Ça va? Vous savez, les mythes, ce sont des tentatives d'expliquer des phénomènes à l'origine naturelle, et on place derrière ces phénomènes naturels des forces, des êtres supérieurs qui sont justement les déesses et les dieux. Maintenant, pour le revers, donc on retourne la pièce de monnaie, et là, il faut être un peu plus attentif parce qu'il y a toute une série d'éléments qui vont permettre d'identifier le Dieu qui s'y trouve. Je vous remontre une photocopie de l'original. Voilà, ici. Voilà. Alors, vous avez le Dieu qui est assis. Le Dieu qui est assis. Vous voyez bien? Vous voyez qu'il est assis sur une sorte de rocher, et que sur ce rocher, il y a des fils, des filets, un filet. Vous voyez ça, il y a un réseau de bandelettes. Alors, vous voyez également qu'il y a ici, tout à fait à gauche, un objet qui n'est rien d'autre qu'un trépied, un tripode. Vous voyez qu'il y a 3 pieds. Vous voyez ici qu'il y a un objet qui est une cithare. Ici. Donc, entre le trépied et le personnage. Vous voyez également que ce personnage tient dans sa main. Alors, il tient quoi en fait? Il tient un laurier qui est identifiable par les feuilles qui se trouvent au-dessus de l'épaule du personnage. C'est un laurier. D'ailleurs, il y a une couronne de laurier qui ceint la tête de ce personnage. Enfin, on va analyser tout ça, bien entendu. Enfin, vous voyez que sur le pourtour de la pièce de monnaie, il y a une inscription en caractère grec. Alors, on va la lire ensemble, on va prendre les lettres une à une, et puis après, bon, certains d'entre vous n'ont pas fait de grec, je crois, mais enfin, c'est quand même assez facilement lisible, puisque l'alphabet latin, c'est-à-dire le nôtre, vient directement de l'alphabet. Vous avez d'abord, en lettres majuscules, la lettre alpha. Je vais plutôt maintenant prendre le tableau, on voit quand même mieux. Donc, la lettre alpha, mu, phi, iota. Alors ici, kappa, tau, iota. Alors là, c'est omicron, c'est-à-dire le petit o. Alors la pièce, il faut se dire que on peut la tourner. Donc les lettres qui se trouvent là, pour pouvoir les lire dans le bon sens, il faudrait que la pièce tourne, évidemment. Donc elles ne sont pas à l'endroit, elles sont à l'envers si vous regardez dans ce sens-là. Vous avez la lettre nu. Alors là, vous allez dire, on ne connaît pas cette lettre-là. Oui, si vous la voyez comme ça, mais si vous la retournez, c'est la lettre oméga, c'est-à-dire le grand O. Et puis vous avez le nouveau nu. Donc c'est amphictyonon. Amphictyonon. Alors amphictyonon, vous savez déjà que c'est émis par une amphictyonie ici. Donc en grec, amphictyonie, ça veut dire la monnaie des amphictyons. C'est-à-dire des États qui forment une alliance pour protéger et gérer les deux sanctuaires, d'une part de Déméter à Antéla et d'autre part le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Ça va, c'est une fédération, ou une confédération si vous voulez. Voilà. Alors on va reprendre tous ces éléments maintenant, dans le détail. Évidemment, ce personnage, c'est Apollon. C'est Apollon. Alors, vous avez tout d'abord, on va essayer de voir. Donc, il est assis.
il est assis sur un rocher. Sur ce rocher, vous avez donc des bandelettes, et ces bandelettes, une sorte de filet, si vous voulez. Alors, ce rocher avec ces bandelettes, c'est ce qu'on appelle l'omphalos. Je l'ai écrit au tableau, omphalos. Omphalos. Alors, il y avait une légende selon laquelle deux aigles avaient été lâchés aux deux extrémités de l'univers et s'étaient retrouvés à un endroit que l'on appelle en grec omphalos, et omphalos, ça veut dire quoi? Omphalos, ça veut dire tout simplement le nombril. Et les Grecs considéraient que cet endroit était le centre du monde, le nombril du monde, omphalos. Et où se trouvait cet omphalos, le centre du monde? Mais à Delphes, bien entendu. Donc Delphes était, aux yeux des Grecs, le nombril du monde, le centre du monde. C'était là que les deux aigles qui avaient été lâchés s'étaient rencontrés. Delphes, qui est le lieu où se trouve le principal sanctuaire d'Apollon. Donc, premier élément d'identification. Alors, deuxième élément d'identification, la tige que vous voyez ici et qui se termine ici par des feuilles, c'est bien un laurier. Alors, le laurier est systématiquement associé à Apollon, dans certains mythes d'ailleurs. Le laurier était utilisé dans des cérémonies de purification. D'ailleurs, Apollon a autour, ou sous le front plutôt, une couronne de laurier. Et vous savez certainement que lorsqu'il y avait des compétitions sportives, à cette époque-là, ce n'était pas des coupes en or comme à l'heure actuelle aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, vous savez que les Jeux Olympiques remontent justement à la Grèce ancienne. Eh bien, on avait une couronne de laurier. C'était évidemment beaucoup moins cher, mais on le faisait pour l'honneur de sa cité, pour l'honneur du dieu. On ne le faisait pas pour avoir un objet ayant une valeur matérielle. Alors, quand on gagnait ces compétitions, on avait une couronne de laurier, ou parfois tout simplement une pomme. Ça paraît de nouveau dérisoire, mais vous savez qu'est-ce qui est dérisoire? Avoir une coupe en or, c'est peut-être très dérisoire aussi, finalement. Bon. Alors, il semble que le premier temple d'Apollon à Delphes ait été fait par du bois de laurier, par des lauriers. Je vous ai déjà expliqué, lorsque nous avons étudié l'Égypte ancienne, que les temples en pierre sont très proches finalement d'une représentation d'une forêt avec des troncs d'arbres. Vous vous souvenez de ça? Et que quand vous êtes dans la salle hypostyle, dans un temple égyptien, vous êtes en fait dans une forêt de colonnes. Eh bien, ici, il semblerait donc que le premier temple d'Apollon à Delphes était constitué de lauriers, et que même à l'époque classique, il y aurait eu un arbre, donc un arbre de laurier, qui aurait été au centre du temple. Alors, quels sont encore les autres objets qui apparaissent? Vous avez ici un trépied ou un tripode. Alors, cet objet était utilisé en particulier par une personne qui était chargée de transmettre les ordres ou la voix d'Apollon que l'on appelle la pitille. Et elle se trouvait donc sur
sur un trépied, à proximité apparemment d'un lieu où il y avait comment dirais-je, une source de chaleur qui la mettait dans un état d'hystérie. Encore faut-il savoir si toutes les petits jouaient le jeu, c'est-à-dire rentraient vraiment dans cet état de transe qui correspond à celui qu'un chaman peut vivre lorsqu'il est en communication directe avec le monde surnaturel, ou s'il n'y avait pas tout simplement des charlatans aussi dans l'affaire. Hein. Ça existe aussi, bien entendu, hein. Ça existait au Moyen-Âge, dans les monastères aussi. Hein. Il y en a qui croyaient vraiment, qui vivaient, je dirais, leur foi, hein, et d'autres qui étaient là essentiellement pour des raisons financières. Hein. Vous savez, il y a comme ça des sanctuaires, même catholiques, où on voit des vierges qui, soi-disant, pleurent du sang, etc., alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de mettre derrière des produits rougeâtres, hein, pour profiter de la crédulité des fidèles. Hein. Ça existait, ce genre de choses. Donc, le tripode est caractéristique également de Delphes, il renvoie à la fameuse Pythie. Vous avez ici la cithare. Alors la cithare, c'est un instrument de musique qui est associé à Apollon parce que Apollon, c'est le dieu des arts, justement. Il est entouré de 9 muses, vous savez peut-être. La muse de la poésie, la muse de l'histoire, la muse de la tragédie, etc. Et un musée, d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'un lieu où l'on pratique les arts, justement. Ça, le musée d'Alexandrie, par exemple. C'est un petit peu l'équivalent de ce que nous appelons maintenant des académies de musique ou de peinture dans les communes. Ça va? On devrait les appeler des musées, en fait. Ça serait peut-être plus juste. Donc, je vais noter tout ceci. Donc, vous mettez ici le laurier, ici la cithare. Alors la cithare, ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que la cithare était utilisée dans des jeux de poètes. On les appelait, ces poètes, des citharaèdes, c'est-à-dire des poètes ou des chanteurs qui déclamaient de la poésie, mais en musique. Ça va? Et ils participaient à des concours, à l'issue desquels on recevait toujours le laurier des paroles. Voilà, le laurier des paroles. Ici, le trépied. Ici, l'omphalos. Voilà. Et alors, bien sûr, l'inscription Amphictyonon. Amphictyonon. Ça va? Alors, très clairement, c'est Apollon qui se trouve ici. Apollon qui avait son sanctuaire donc à Delphes. Ici, il s'agit de Déméter qui avait un de ses sanctuaires donc à Antéla. On comprend que cette Amphictyonie qui est responsable de la gestion, de la restauration des temples de ces deux sanctuaires, ait pris ces deux figures divines, ces deux figures tutélaires, pour les graver, pour les imprimer sur les pièces de monnaie. Alors, je reviens ici à ma ligne du temps. Un premier versement va être effectué par les Phocidiens 3 ans après la fin de la guerre sacrée, en 343. Bien entendu, les sommes qui vont être versées sont évidemment très très loin des 10 000 talents. Parce que ça va coûter, imaginez, hein, c'est l'équivalent de 300 millions de statères. C'est une somme gigantesque, hein, les Phocidiens, c'est quand même pas Crésus à l'époque. Hein. Ça va? Donc ils ne rembourseront jamais toute cette somme, mais ils effectueront des versements successifs. Maintenant, et alors là, on va peut-être aborder, après avoir abordé la critique de provenance ici, puisque je vous ai dit que cette pièce de monnaie provient bien de l'Amphictyonie pyléno-delphique,
on va passer à la critique d'interprétation. On a déjà vu les aspects religieux, enfin certains aspects religieux ici, je ne vais pas trop y revenir. Enfin, je vais y revenir, mais pas sur. En tout cas, c'est les deux côtés de la monnaie elle-même. Hein. Alors, sur le fond, je vous ai dit que ça concerne l'économie et la politique. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs étapes. Je ne vais pas les écrire toutes au tableau parce que vous voyez que je n'ai plus beaucoup de place hein, pour l'instant. Alors, la première chose, c'est que les Phocidiens, c'est un petit rappel ici, devaient verser une somme énorme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Eh bien, progressivement, ils ont apporté. Alors, ils n'ont pas apporté de l'argent brut. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas apporté le métal. Hein? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récolté le maximum de pièces de monnaie qu'ils ont pu trouver là où ils étaient, en Phocide, là-bas. L'objectif étant de les donner sous forme de sacs de 20 ou 30 kilos à des trésoriers de l'Amphictyonie pour les rembourser plutôt du pillage et donc permettre de reconstruire le temple d'Apollon à Delphes. Alors, concrètement, les Phocidiens, qu'est-ce qu'ils mettent dans ces sacs de 20, 25 ou 30 kilos? Je vous ai dit, ils mettent des pièces de monnaie. Alors, il y a des pièces de monnaie, évidemment, de leur région, la Phocide, mais également de toutes les pièces de monnaie qui arrivent en Phocide, parce que les Phocidiens, ils font du commerce avec d'autres régions de la Grèce. Donc, on va trouver dans ces sacs des pièces de monnaie qui viennent du Péloponnèse et des pièces de monnaie qui viennent de Thessalie également, c'est-à-dire du Nord, ou d'autres régions de la Grèce. Or, les Phocidiens, ils vont faire feu de tout bois. Ça veut dire quoi, faire feu de tout bois? Ça veut dire qu'ils vont tout prendre, tout ramasser, y compris des fausses pièces de monnaie. Parce qu'il y avait de tout qui circulait à l'époque. Hein. Les faux monnayeurs, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Hein. Maintenant, d'ailleurs, on ne fait plus de la fausse monnaie, on fait plutôt des faux billets. La monnaie, vous avez déjà vu une pièce de 1 ou 2 cents, hein, c'est pas très rentable, hein, ça coûterait plus cher de faire les cents que de pouvoir les écouler. Donc ça n'arrive pas ça, donc c'est des faux billets. Mais donc, il y avait de la fausse monnaie qui circulait. Et en plus de ça, dans la monnaie, le titre peut être très différent. Vous savez ce que c'est que le titre? C'est la quantité de métal précieux dans une pièce de monnaie. Vous pouvez avoir des pièces de monnaie où il y a vraiment le titre est assez pur, c'est l'équivalent des carats si vous voulez. Hein. Quand on parle, c'est un objet à 18 carats ou 20 carats ou 24 carats, c'est lié à la pureté de l'objet. Donc ça veut dire que plus il y a de carats, ça veut dire qu'au gramme, plus il y a de métal précieux dedans. Moins il y a de carats, plus ça veut dire qu'il y a un métal vide qui est là, parce que vous ne pouvez pas avoir un métal pur, hein, parce que vous savez que sinon l'or ça se plie. Hein, si vous avez une pièce de cuivre pure, ben, ça se plie aussi. Donc il y a toujours un métal, d'autres métaux qui sont là pour solidifier la pièce. Hein, ça c'est clair. Hein. Alors, donc il y a des gens qui vont être chargés de vérifier tout ça. Donc vous imaginez le travail. Ils auraient dû vérifier pour l'équivalent de 10 000 talents. Ça va? Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Hein. Alors, donc, on va voir un petit peu institutionnellement comment le processus va se faire. Donc, vous mettez ici, premier élément, à moins que j'efface ceci, vous préférez? Non, je crois que vous pouvez. Donc, premier élément, donc dans le petit 2, le fond. Hein. Vous indiquez tout d'abord l'amende, ce dont je viens de vous parler. Petit 2, maintenant, on va voir l'administration financière de l'Amphictyonie. Donc, c'est le deuxième point. L'administration financière de l'Amphictyonie. Je vous ai dit que l'Amphictyonie comprend 12 États, 12 cités. Et que chacune de ces cités a 2 représentants lorsque le Conseil se réunit,
si mes souvenirs sont bons, 2 fois par an. Donc, quand je dis le conseil, vous devez imaginer que c'est un petit peu comme un conseil d'administration, mais plus que ça. Ça fait un petit peu penser à une réunion des conseils des ministres, si je puis dire, ou d'ambassadeurs à l'ONU, plutôt. Hein? Une réunion d'ambassadeurs de l'Assemblée générale à l'ONU. Puisque ce sont tous des États indépendants. Alors, eux, comme ils se réunissent que 2 fois par an, ou 2 fois par an, ils n'ont pas le temps de calculer toutes ces pièces. Ce n'est pas les représentants, les ambassadeurs. Parce que les 2 représentants, au fond, ce sont 2 ambassadeurs de chaque État qui se réunissent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va désigner des commissaires aux comptes. Enfin, plutôt des commissaires, pas aux comptes, des commissaires. Les commissaires, que l'on appelle aussi des NAOP. Je l'écris, des NAOP. Les NAOP, ce sont ceux qui sont chargés de diriger les travaux de reconstruction du temple d'Apollon, de contrôler les travaux en cours, donc ils supervisent les travaux, mais ce ne sont pas eux-mêmes des financiers. Alors, à côté de ces financiers, vont être désignés des trésoriers, c'est-à-dire ceux qui vont gérer la réception de la monnaie qu'apportent les Phocidiens pour en faire une nouvelle monnaie qui servira dans les paiements à ceux qui sont en train de rénover le temple. Alors, il s'appelle, à l'origine, il y a eu des Déiphiens, qui s'appellent aussi des Prytanes. Donc il y a 8 Prytanes, ce sont 8 Déiphiens, qui sont donc les gardiens du trésor qui arrive. Enfin, du trésor de Delphes, hein, c'est-à-dire du trésor qui se trouve à l'arrière du temple d'Apollon. Enfin, normalement, s'il était reconstruit, ce n'est pas le cas ici. Et ils vont être remplacés bientôt par d'autres personnages qui sont au nombre de 24, si mes souvenirs sont bons, et qui sont en fait des trésoriers amphictyoniques. Des trésoriers amphictyoniques. Donc on va passer de 8 à 24 si mes souvenirs sont bons. Ce seront 3 fois plus nombreux. Alors pourquoi sont-ils aussi nombreux? Mais parce que imaginez ces sacs de 20, 25 ou 30 kilos qui arrivent, nombreux, avec des tas de pièces, je dirais de toutes les couleurs, de toutes les dimensions et de toutes les origines, parce qu'il n'y a pas que des drachmes, je ne sais pas, la monnaie locale des Phocidiens, là-dedans il y a des drachmes d'Athènes, il y a des pièces de monnaie d'un petit peu partout, donc il va falloir des gens qui, ils vont d'abord faire quoi, d'après vous? Ils vont d'abord trier tout ça, ils vont d'abord essayer de voir si là-dedans il n'y a pas des faux, donc les faux on les retire, ça ne vaut rien, on ne peut pas les utiliser pour faire de la monnaie. Hein? Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite, après avoir trié? Donc, on trie, on sépare les bons des mauvais, puis on va trier en fonction de la nature des pièces de monnaie. On va mettre ensemble toutes les oboles de toute telle région, toutes les drachmes de telle autre région, etc. On va séparer les drachmes qui viennent du système éginéen des drachmes du système attique, etc. On va faire des petits paquets, hein, parce que l'objectif, c'est que ce sera de fondre une monnaie, je vous l'ai dit et je vous le répète, qui servira de paiement donc à ceux qui reconstruisent le temple. Ce sont des travailleurs, des entrepreneurs. Quand chez vous, quand vous construisez votre maison, il faut payer l'entrepreneur, quoi.
Le problème, c'est que quand vous éliminez les pièces qui sont fausses, quand vous tenez compte également du fait que les pièces de monnaie qui sont vraies, celles-là, ont été utilisées pendant un certain temps et sont donc usées, hein, regardez les pièces de monnaie là, que vous avez devant vous, ben, elles ne sont plus tout à fait rondes, hein, elles sont usées, et puis à force de toucher une pièce à un moment donné, le visage, ben, il s'efface progressivement, vous êtes d'accord? Donc tout ça s'efface, donc ça veut dire qu'il y a du métal qui a disparu, si vous voulez. Et donc il va falloir tout repeser dans le détail. Donc quand je vous dis ici qu'un statère ou qu'une drachme pèse autant, oui mais ça c'est le poids théorique, mais après avoir été usé, utilisé, etc., ça pèse moins, vous avez perdu, peut-être pas 1 ou 2 grammes, mais vous avez perdu en tout cas des décimales, ça c'est sûr. Et donc ils vont devoir repeser tout ça. Vous imaginez sur des milliers, des dizaines de milliers de pièces. Ils vont devoir tout repeser. Et donc, le travail de ces trésoriers va consister, et maintenant nous allons utiliser la deuxième source, celle qui se trouve dans la deuxième partie de votre document, cette partie-ci. Ça va? Tout le monde voit bien ça? Alors vous allez utiliser cette partie-là. Vous voyez qu'il s'agit d'un conte delphique à Pousia d'après le CID. Alors, un conte, il se fait que c'est comme dans les églises à l'heure actuelle ou partout, enfin, dans une maison communale, on doit tenir les comptes. Ce qui rentre et ce qui sort. Hein? Dans les temples, il y avait beaucoup de dons. Un petit peu comme les abbayes au Moyen-Âge, les gens donnaient un certain nombre d'offrandes, et cela permettait, en tout cas, les gens espéraient que ça leur permette d'avoir un certain nombre d'avantages dans leur vie quotidienne ou future. Ça va? Donc ça se fait, c'est mondial, hein, ça se trouve partout ça. Donc, les gens disposaient, donc on avait donc des comptes dans ces sanctuaires, delphiques, parce qu'on est à Delphes tout simplement, donc dans le sanctuaire de Delphes. Alors on dit apousia. Alors l'apousia c'est quoi? Eh bien l'apousia c'est la perte prévue. La perte prévue. Très important, la perte prévue. Donc, vous avez par exemple une somme, je vais prendre le cas d'euro à l'heure actuelle, ce sera plus facile. Vous avez une pièce d'1 euro. Cette pièce d'1 euro, on l'utilise pendant des années. On ne voit quasiment plus la tête du roi des Belges, du roi d'Espagne, tout ce que vous voulez, hein, parce que tout ça est usé. Même chose, bon, ce fait que maintenant, on a des monnaies qui sont d'une autre qualité que celle de l'Antiquité, mais enfin, ça s'use. Donc, en fait, quand vous pesez cette pièce-là par rapport à ce qu'elle devrait peser s'il était neuve, il y a une différence. Eh bien, c'est cette différence que l'on appelle l'apousia. Notez, donc c'est la perte supposée, prévue. Donc si vous additionnez à la vieille pièce que vous avez devant vous l'apousia, vous devez avoir le montant officiel de la pièce de monnaie. Alors ce que vous avez devant vous, vous avez 4 colonnes. Regardez les 4 colonnes. Vous avez, première colonne, monnaie à fondre. Ça va? Alors il est marqué, donc ça c'est quoi? Eh bien c'est toutes les pièces de monnaie que les Phocéens ont apportées dans leur sac de 20 ou 25 kilos. Vous vous souvenez? Ils apportent des pièces. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve des trioboles d'Aponte, d'anciens drachmes de Larissa, nouveaux drachmes de Larissa, nouveaux drachmes de Sicyone. Ça va? Alors, ces monnaies, il est indiqué que leur valeur, je dis bien leur valeur nominale, officielle, est de 1 talent 57 000 pour les trioboles d'Aponte. Et vous voyez ensuite que pour les drachmes de Larissa, les anciennes c'est 9 talents 30 000, et vous avez vu que 1 talent c'est pas rien. Hein? Vous voyez là, hein? 1 talent c'est l'équivalent de 60 000 drachmes, hein? Donc c'est lourd quand même, hein? Ça vaut de l'argent tout ça. Vous avez dans la troisième colonne
la poussière. Donc c'est la perte parce que la pièce est usée. Et puis, vous avez une quatrième colonne où il est indiqué reste en argent amphictyonique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand on additionne la perte à la pièce ancienne, usée, on doit arriver à la valeur officielle. Eh bien, c'est ce qui explique les trois colonnes que vous avez là. Donc la première, c'est le nombre de monnaies à fond, la deuxième, la valeur, la troisième, la poussière, et enfin, donc ça veut dire que l'amphictyonie doit compenser. Donc ça, c'est l'étape suivante. Donc, vous vous souvenez, dans un premier temps, on va trier, on supprime tout ce qui est faux. Hein, on va classer par les différents types de monnaies, les drachmes, je dirais chez nous les euros, les centimes et tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a fait tous ces petits tas, on va commencer à peser chacune des pièces, vous imaginez le travail de fou, hein, pour voir ce qui manque à chacune des pièces. Donc vous avez une balance. Donc vous imaginez que ces trésoriers avaient une balance. Ils mettaient d'un côté une pièce non usée, neuve, par exemple une drachme d'Athènes, puis après ils mettaient, je ne sais pas moi, un triobole d'Oponte, etc. Ils mettaient ça d'un côté de la balance, et de l'autre côté, ils mettaient la pièce usée, et la différence, c'est ce que l'amphictyonie devait réinjecter comme métal pour avoir la pièce initiale, le poids initial, la valeur initiale. Donc vous imaginez le travail de dingue, un travail de fourmi. Le but étant d'avoir une monnaie forte, qui soit crédible. Parce que si tout ce travail n'avait pas été fait, la monnaie, on aurait dit qu'est-ce que c'est que cette nouveau une monnaie, on a mis un petit peu à côté de l'argent, on a mis un petit peu d'autre chose, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu de cuivre, etc., enfin des métaux moins précieux, et on nous fait croire que c'est de l'argent. Mais non, ils ont procédé à tout ça pour que ce soit une monnaie forte. Donc c'est un travail vraiment... Vous voyez, l'intérêt de cette leçon, je dirais aussi, c'est de montrer que les problèmes monétaires, c'est un problème très ancien. Et je crois vous avoir dit dans un cours au premier semestre, quadrimestre, que la monnaie, elle est née en Lydie au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Je vous montre où est la Lydie, parce que ça vaut peut-être la peine. Alors, donc, ceci c'est le monde des cités grecques, ça va, le monde des cités grecques. Ceci c'est le monde grec par extension, parce que je vous ai dit que la Thessalie et surtout la Macédoine et l'Épire, en fait, ce sont des royaumes. La Lydie se trouve en Asie mineure. La capitale de la Lydie, c'était Sardes. Et la monnaie est née en Lydie. Et au milieu du 7e siècle, et donc au 5e et au 4e siècle, ici nous sommes au 4e siècle, les Grecs font un usage abondant de la monnaie. Hein? Voilà. Alors, on va peut-être poursuivre ici. On avait vu qu'il y avait un premier versement qui avait été effectué en 343. En 337, se rendant compte qu'il fallait trouver un système pour que cette monnaie soit solide et tout, on désigne des trésoriers amphictyoniques. Ça va? 337. Eux, ils vont faire tout ce calcul. Tout le calcul. Toutes les pièces de monnaie, là, que je vous ai dit. Là, ils rassemblent tout, ils doivent trier tout, ils doivent faire... Bon, à un moment donné, je crois qu'il y avait... Oui, je vous ai dit 24 personnes qui faisaient à temps plein, hein, pour essayer de rassembler tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on trouve le poids qu'il faut atteindre. On fond toutes ces pièces de monnaie, on va les fondre, pour en faire une nouvelle monnaie. Et puis alors on passe par la technique que je vous ai expliquée ici, la technique du flanc, que l'on va presser entre ici les deux matrices, qui impriment d'une part le revers et d'autre part le droit, chaque fois. Et on va donc avoir, entre autres choses, parce qu'il n'y a pas que des statères, mais des statères d'argent. Alors, il y a eu deux émissions de monnaie. Une première en 336, une seconde en 334. Ce sont les émissions de monnaie. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas encore une émission. Jusqu'à présent,
quand on avait réorganisé donc l'association religieuse, il y avait un premier versement qui était fait, on va trier 337, et puis donc pour payer donc les travaux de reconstruction, il va falloir donc émettre des monnaies, et donc première émission du statutaire d'argent 336, deuxième émission en 334. Lors de la première émission, on a utilisé 125 talents. Donc vous faites 125 fois tout calcul qui est ici, et vous arrivez à l'équivalent de 3 tonnes. Ça va? Donc 3 tonnes. Donc en 336, 3 tonnes de monnaie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 3 tonnes d'argent. Hein? C'est quand même énorme. Hein? Donc vous voyez que quand on dit dans l'Antiquité, oui, on n'était pas riche, etc. Bon, mais 3 tonnes d'argent. Ça va? Bon. Et en 334, 2 ans plus tard, un peu moins d'un tiers des 125 tonnes, des 125 talents plutôt, vont être fondus également, donc ça correspond, si je calcule bien, plus ou moins 40, quoi. Hein, 40 talents, un peu moins du tiers. Hein. D'accord, hein, j'ai bien calculé. Donc plus ou moins 40. Donc si vous faites 125 plus 40, ça veut dire qu'il y a eu 185 talents, l'équivalent de 185 talents, qui vont être fondus. Et alors, si vous faites le calcul ici, eh bien, si vous voyez que 1 talent est égal à 30 000 statères, vous faites fois 185, et vous pouvez imaginer combien de statères ont pu être émis. Mais il n'y avait pas que des statères, je vous ai dit, hein, parce qu'il y a aussi, comme chez nous, les centimes, les euros, etc. Donc vous multipliez ceci par 185 et vous aurez l'équivalent en statère. Donc vous voyez, c'est quand même considérable, hein, tout ça. Donc vous avez bien retenu les différentes étapes. Donc dans un premier temps, sur le plan institutionnel, il faut administrer financièrement, c'est presque un ministère des Finances, hein, tout ça. Hein? Il faut qu'il y ait des trésoriers pour trier, pour compenser, puisqu'il y a des pièces qu'on a dû éliminer, etc. Il faut compenser, pas seulement à éliminer, pas seulement parce qu'elles étaient fausses, mais aussi parce qu'il faut compenser aussi parce qu'elles sont rognées, elles sont usées, etc. Et puis alors, une fois qu'on a fondu, on en fait des pièces, et à ce moment-là, on peut donc payer les entrepreneurs avec une monnaie qui, cette fois, est forte, solide. Alors qu'avant, on les payait avec des monnaies qui n'étaient peut-être pas tout à fait crédibles. Vous voyez, c'est les entrepreneurs. Donc, je ne sais pas, apparemment, ce temple d'Apollon coûtait très cher, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait demandé une somme tout à fait délirante. Donc, ça veut dire que lors de ces 2 émissions, 125 talents plus 40 talents, ça fait donc, j'avais dit 185, c'est 165. Excusez-moi, j'ai mal, je fais ça de mémoire. Hein. Donc 165 talents, hein, eh bien, sur les 10 000 qui auraient dû être versés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas plus que 165 qui ont été versés, mais il n'y en a en tout cas que 165 talents dont on a fait des pièces de monnaie. S'il y a eu d'autres arrivages, et il y en a eu sans doute, bien entendu, il y a eu d'autres versements. Chaque année, les Phocidiens devaient verser de l'argent. Mais ils ne sont jamais arrivés aux 10 000 talents. Regardez enfin la fin de la ligne du temps ici. Après 323, c'est-à-dire après la mort d'Alexandre le Grand, la monnaie de l'Amphiktyonie n'est plus signalée dans les comptes du sanctuaire de Delphes. Donc ça veut dire que il n'y a plus non seulement d'émission, mais surtout que, si vous voulez, les Phocidiens n'ont plus payé non plus. Donc ça veut dire que toute cette opération s'est passée essentiellement donc entre
la bataille, non pas la bataille de Chéronée, c'est plutôt entre la fin de la Troisième Guerre sacrée et Alexandre le Grand, tout et le moment où il va commencer, non là c'est le moment où il meurt, excusez-moi, c'est 383. Donc vous voyez, c'est pendant cette période-ci. Moi, si je vous montre ceci, c'est pour vous montrer que quand on parle de l'Antiquité, eh bien, l'économie, c'est pas seulement la vigne, hein, comme on le dit toujours, l'olivier, les céréales, c'est pas seulement les moutons et tout ce que vous voulez, c'est qu'il y avait déjà des opérations financières à cette époque-là. Hein. Et j'en arrive tout doucement maintenant à ma conclusion, hein, qui va d'ailleurs rejoindre le point politique ici. C'est qu'on peut imaginer qu'il y avait deux buts dans toute cette opération. Le premier but, c'était effectivement de payer les entrepreneurs qui reconstruisaient le sanctuaire et le temple d'Apollon à Delphes. C'était essentiellement de les payer avec une monnaie solide, crédible, et non pas avec la monnaie de singe, si vous voulez. Hein. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que Philippe II de Macédoine, évidemment, on n'a pas de preuves tangibles, mais c'est une hypothèse qu'on doit en tout cas formuler, sans rien affirmer. C'est que Philippe II de Macédoine, une fois qu'il a battu les Thébains et les Athéniens à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, peut-être avait-il l'intention, non pas de créer une monnaie unique pour toute la Grèce, certainement pas, mais que peut-être en soutenant, et peut-être d'ailleurs, il a fait peut-être plus que soutenir, il a peut-être pris l'initiative de l'émission de ces pièces de monnaie 2 ans plus tard, 2 ans après la bataille de Chéronée, c'est-à-dire en 336, peut-être était-ce pour lui un moyen symbolique, parce que vous savez que la monnaie a une fonction symbolique d'unité aussi. Nous utilisons les euros en Europe, mais quelque part, c'est dans le chef de ceux qui ont créé l'euro, ce n'était pas seulement créer une monnaie commune facilitant les paiements internationaux, peut-être d'abord ça, hein, sans aucun doute, mais c'était aussi une manière de montrer que les Européens appartenaient à une confédération, à une fédération politique aussi. C'est ça la fonction de l'euro. N'oubliez pas que la monnaie est une fonction régalienne, au même titre que la justice, par exemple, ou que l'armée, une fonction régalienne, c'est-à-dire une fonction propre d'un État. Or, les États, en 2002, en acceptant l'émission d'une monnaie unique, ils se défaisaient d'un attribut essentiel de la souveraineté des États particuliers de l'Europe, à ce moment-là. Donc, on peut se demander si Philippe II de Macédoine n'avait pas en tête un arrière-projet qu'il n'a pas pu mettre en œuvre parce qu'il est mort en 336, c'était de lancer une attaque massive contre l'Empire perse. C'est son fils qui va reprendre son projet pour lui, et c'est Alexandre III, Alexandre le Grand, qui va donc conquérir l'Empire perse, mais du point de vue de Philippe de Macédoine, c'était peut-être un moyen symbolique de réunir les Grecs qu'il avait combattus, parce qu'ils s'étaient battus contre les Thébains, les Athéniens, etc. La Macédoine, c'était un royaume hellénophone, d'accord, mais un royaume barbare du nord-est de la Grèce. Hein, pour les Athéniens, les Macédoniens, c'était, vous savez, c'était la Russie aux portes de l'Ukraine, si je peux dire. Hein, donc voilà, c'est des gens qui parlaient pratiquement la même langue, hein, mais qui étaient quand même, qui menaçaient. Il y a eu d'ailleurs, par exemple, Démosthène, qui était un célèbre orateur, qui a lancé tous ces discours, ces philippiques contre Philippe de Macédoine. On disait, mais vous ne vous rendez pas compte, pendant que vous êtes en train, vous, Athéniens, de discuter de choses sans intérêt, d'histoire de village, il y a un type là, en haut, qui est en train de préparer son armée, qui va envahir toute la Grèce. C'est ce qui s'est passé. Mais Philippe de Macédoine voyait plus loin. Il a d'abord battu les Grecs. Oui, les différentes cités, parce que les Grecs ne formaient pas un État, comme vous savez, ils ne formaient pas une nation. Mais à un moment donné, une fois qu'on a battu ses ennemis, on a intérêt à en faire des alliés. Plutôt que d'avoir des ennemis derrière soi quand on veut attaquer plus gros que soi, on essaye de s'en faire des amis. Hein? Et donc à ce moment-là, peut-être avec l'idée de créer une monnaie, pas une monnaie unique, parce que la monnaie macédonienne et l'étalon attique continuent à fonctionner là-bas pour ça. Mais c'était une des 3 grandes monnaies quand même en Grèce. Hein?
Il y avait la monnaie macédonienne, il y avait la monnaie de type attique, et alors la monnaie piléo-delphique, qui fonctionnait en même temps. Donc, à une époque où la Grèce était divisée entre de multiples États, ben, c'était un petit peu l'équivalent de l'euro, je dirais, l'euro de l'époque. Je ne veux pas faire d'anachronisme, mais quelque part, il y avait donc d'une part un souci financier, que vous avez bien compris, et d'autre part, peut-être, un souci également politique, qui était d'unifier par ce symbole les Grecs, en tout cas essayer de les rapprocher, hein, parce que c'est quand même Philippe de Macédoine, je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais une fois que comment il s'appelle, les Phocidiens ont été battus, ben c'est la Macédoine qui, de fait, dirige toute cette confédération, enfin, cette amphictyonie, c'est Philippe de Macédoine qui est derrière. Hein. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, dans ma conclusion, vous avez bien retenu que étudier des pièces de monnaie de l'Antiquité nous permet d'avoir des informations très précieuses, non seulement sur l'histoire économique, mais aussi sur l'histoire religieuse, l'histoire politique, voire l'histoire de l'art, on l'a vu ici. Ensuite, pour des élèves d'enseignement secondaire, c'est peut-être l'occasion de les faire travailler pratiquement, parce qu'on dit toujours que l'histoire est une branche littéraire de mémoire, mais c'est peut-être l'occasion pour ceux qui aiment bien l'arithmétique, de leur faire des tas de petits calculs. Et ils vont peut-être se rendre compte en histoire, ben, il faut aussi faire des petits calculs. Hein. C'est pas si simple que ça. Et ça vous permet de sortir peut-être des habitudes où on voit toujours le même type de document. C'est très rare que je vois, parce que même jamais mes étudiants travaillent sur des sources numismatiques. Et je trouve que c'est très intéressant et ça informe sur beaucoup de choses. Enfin, moi je le trouve personnellement. Voilà. Il me reste à vous montrer, j'ai certainement oublié des choses dans mon exposé, mais mon but n'était pas de faire un exposé, je dirais, exhaustif. Mon but était de mettre en évidence un certain nombre d'éléments. Bon, je vais peut-être reprendre très rapidement ma démarche avant de passer à la bibliographie. Donc, dans l'introduction, je vous ai montré l'intérêt, ce que j'ai refait d'ailleurs dans ma conclusion. Quand on est passé à la critique du document, de la source ici considérée, je vous ai d'abord mis en évidence le contexte dans lequel s'inscrivait l'émission de cette pièce de monnaie. La pièce de monnaie que nous avons étudiée est donc un statère piléo-delphique. Maintenant, vous connaissez la date de ce statère, soit il date de la première émission en 336, soit de 334. Maintenant, retenez quand même la date de ce statère. Hein. Ensuite, quand nous sommes passés à la critique d'interprétation, hein, j'ai essayé de voir pourquoi on utilisait ces deux figures divines, et elles sont évidemment directement liées au sanctuaire, sanctuaire de Déméter et sanctuaire d'Apollon. Sur le fond, je vous ai montré que pour payer cette amende, il faut comprendre le fonctionnement, pour plutôt comprendre l'usage qui va être fait de cette amende. Il était nécessaire de comprendre tout le fonctionnement institutionnel et financier mis en œuvre par les responsables de l'amphictyonie. On a vu que l'amphictyonie comprenait 12 États, que ces États avaient chacun 2 ambassadeurs, que ces ambassadeurs se réunissaient, je crois que c'était 2 fois par an. Eux-mêmes, évidemment, prenaient les grandes décisions concernant la gestion des 2 sanctuaires et concernant, évidemment, éventuellement également des décisions politiques, hein, dans cette alliance politico-religieuse, voire militaire, qu'ensuite, comme ils n'avaient pas le temps de faire ça, ils déléguaient à des fonctionnaires, hein, à des fonctionnaires, on peut dire des fonctionnaires internationaux, comme à l'ONU. Hein, ce sont des fonctionnaires, comme il y en a dans le bâtiment qui se trouve dans le bâtiment du secrétariat général de l'ONU à New York, des fonctionnaires qui, d'une part, sont chargés de vérifier et de contrôler et de suivre l'avancement des travaux. Donc ce sont les gens qui
vont voir les entrepreneurs, les tailleurs de pierre, etc. Ils te disent, bon, maintenant, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, etc. Ils contrôlent si c'est bien fait et tout. Que ces gens-là s'occupent uniquement de la supervision des travaux, mais que parallèlement, il fallait une organisation financière pour trier les pièces de monnaie, etc., pour alimenter, évidemment, le paiement de la rénovation du sanctuaire de Delphes, que ça nécessitait donc un travail immense sur lequel on travaillait pendant des années des petites mains, des fonctionnaires essentiels. Hein. Ensuite, on a émis ces monnaies. Je vous ai expliqué enfin, en conclusion, que le but n'était pas sans doute seulement financier, c'est-à-dire payer les entrepreneurs, mais que Philippe II avait peut-être aussi derrière la tête l'idée de réunir les Grecs derrière quelques monnaies, et entre autres cette monnaie grecque, cette monnaie-là, puisque l'Amphictyonie était sous sa coupe à ce moment-là, et que ses successeurs, Alexandre le Grand, bien que la monnaie elle-même ait disparu, parce qu'elle ne va plus apparaître, je l'ai dit, dans les comptes, hein, à un moment donné, c'est son successeur qui va rassembler sous la direction des Macédoniens de nombreux mercenaires grecs pour conquérir l'empire perse de Darius, hein, et ce qui va les mener donc jusqu'au Pakistan, hein, en Égypte, au Pakistan et dans la région les régions qui se trouvent en Asie centrale, c'est-à-dire le Turkménistan, etc. Voilà, maintenant je vous montre les bouquins. Alors, tout d'abord, ce sont des livres que je vous montre parce que lorsque vous préparez une leçon, pensez bien que ça prend du temps de préparer ceci, hein, pensez bien que je n'ai pas préparé ça en une demi-heure. Hein. J'ai dû lire des tas de choses, j'ai dû identifier des tas de choses. Donc, maintenant je vous conseille des petits dictionnaires, chez moi j'ai des dictionnaires un peu plus poussés, mais le dictionnaire de la civilisation grecque Larousse, là-dedans vous avez la définition, par exemple, de qui est Déméter, qui est Apollon, qu'est-ce que c'est qu'une Amphictyonie, c'est quoi Delphes, c'est quoi toute une série de choses. Donc des termes techniques, c'est quoi un talent, c'est quoi une drachme, etc. Vous avez des dictionnaires hein, qui peuvent vous servir et qui sont même nécessaires pour essayer de comprendre un document comme celui-là. Alors, de nouveau un ouvrage d'usage très, très courant, très facile, c'est les grandes dates de l'Antiquité par Jean Delorme en Que sais-je, presse universitaire de France. Alors, je vous montre ça. Voilà. Ben, je peux peut-être prendre les années. Ben, je suis quasiment tombé dessus. Curieux. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai pris une page au hasard. C'est peut-être parce que je l'avais ouverte chez moi et qu'évidemment, c'est peut-être pas tout à fait le hasard pour préparer ce cours-ci. Et vous avez des dates, hein, les unes derrière les autres. Presque toute l'Antiquité y passe, année après année. Donc vous avez 355, fin de la guerre des Alliés, 354, intervention de Philippe II en Thessalie, 353, Philippe écrase les Phocidiens, comme par hasard. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait le hasard. Ça va? Voilà, et vous avez ça dans tout le volume. Voilà. Donc c'est très pratique aussi. Alors, pour la localisation, mais pas seulement, parce qu'il y a du texte également là-dedans, l'Atlas de la Grèce antique de 6500 à 30 avant Jésus-Christ, de Robert Morcotte, dans la collection Autrement. Alors, ben, je vais vous montrer une page ici, mais il y a des cartes à toutes les pages, hein, de toute façon. Voilà. Je vous montre aussi aux éditions du Fanal l'Atlas du monde grec. Vous avez des pages qui sont consacrées aux différents sanctuaires grecs et sites grecs principaux de la Grèce ancienne. Alors, pour resituer dans le contexte général du IVe siècle les événements dont je vous ai parlé, dans la collection Peuples et civilisations, avec comme auteur principal Will et Mossé, Le monde grec et l'Orient, tome 2, le IVe siècle et l'époque hellénistique. Et vous avez justement sur la couverture une pièce de monnaie, on va prendre, sur laquelle il est marqué, alors, Basileos, alors, c'est le coin. Ah ben oui,
Basileos Séleucoi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le roi des Séleucides, le roi Séleucos. C'était un des généraux successeurs d'Alexandre le Grand. Vous avez un éléphant. Voilà. Donc Basileos Séleucoi, c'est ça. Alors, de François Vanier, le IVe siècle grec, chez Armand Collin, dans la collection U2. De Victor Ehrenberg, l'État grec, chez Maspero. Alors, si je vous montre ce livre-là, il y a des tas de livres sur la cité grecque, hein, c'est pas ça. C'est parce que, aux pages de la... Oui, il n'y a qu'un chapitre là-dessus, mais de la page 182 à 187, vous avez un chapitre sur les amphictyonies. Écrit ici, d'ailleurs, avec un Y et pas un I, comme je l'ai écrit au tableau. Mais les deux écritures sont valables. Ah, vous avez aussi une pièce de monnaie que je n'avais pas vue. Alors... Essayez de voir. Alors, Falfion, enfin, il faudrait que je sois peut-être un peu plus... Falfion, apparemment. Enfin, ça, je ne l'ai pas analysé, donc. Alors, de Claude Mossé, les institutions grecques en Armand Collin. Alors, maintenant, pour l'économie, de Michel Austin et Pierre Vidal-Naquet, toujours collection de Armand Collin, Économie et société en Grèce ancienne. C'est un recueil de textes, donc un document très utile pour préparer vos cours. Alors, d'Alain Bresson, l'économie de la Grèce est citée, tome 2, les espaces de l'échange. Alors, le chapitre 2 est consacré à la monnaie et le crédit. Voilà ça, monnaie échange dans le monde des cités grecques. Métal précieux, instrument monétaire, l'essor du monnayage, la monnaie frappée, en avoir ou pas, la monnaie comme institution, frappe monétaire et usage de la monnaie, monnaie économie. C'est de la page 45 à la page 65. Donc très utile aussi. Alors, sur la numismatique, un grand classique qui date de 1961, l'ouvrage L'Histoire et ses méthodes, sous la direction de Charles Samaran. Donc vous avez des chapitres sur toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, et celui sur la numismatique est rédigé par Jean Babelon. Sur les sources et méthodes en histoire ancienne, il y a un chapitre également dans l'ouvrage de Jean-Nicolas Corvisier, aux presses universitaires de France, un chapitre donc sur la numismatique. Alors, un texte passionnant à lire, donc c'est la leçon inaugurale de Georges Lerider, lorsqu'il a donc commencé son cours sur l'histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique. Georges Lerider est le grand spécialiste de la numismatique grecque. Alors, dossier d'archéologie numéro 248 de novembre 1999, numismatique grecque, romaine et celte. Voilà, ça vous permet également de faire des comparaisons entre ces trois civilisations. Ah, et vous voyez ici à l'arrière, justement, vous verrez, maintenant, je crois que quand vous verrez une pièce de monnaie dans une revue ou quoi, vous poserez peut-être des questions auxquelles vous ne pensiez pas préalablement. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu la fameuse drachme athénienne. Alors là, vous voyez, ici au-dessus, je ne sais pas si on voit, la drachme athénienne, où on voit évidemment la chouette. Alors ici, c'est l'olivier, vous voyez, il y a une olive ici. Et alors ici, vous avez, oui, alors l'omicron, non, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de dire des bêtises. Le θ plutôt, c'est θ. Donc vous voyez, c'est ce cercle avec un point à l'intérieur, en fait c'est une petite barre, c'est θ, hein, et vous avez le E ici. Alors le A a disparu parce que la pièce est usée, hein, vous aviez A, alpha, θ, et alors le epsilon, c'est pour Athéna, Athénaïoi en fait, hein, Athéna, pour les Athéniens. Et alors vous savez pourquoi les Athéniens avaient la chouette?
Je ne sais pas, je vous l'avais expliqué peut-être. Enfin, on prit la chouette comme symbole d'Athéna, des Athéniens. Oui, en fait, c'est parce que la chouette a de grands yeux et c'est celle qui voit dans la nuit. Et donc, Athéna, la déesse de l'intelligence, c'est celle qui voit dans l'obscurité. C'est un symbole d'intelligence. Alors, sur la religion grecque, alors là, c'est un livre de celui qui fut mon maître, Roland Craé, et que j'aime bien. Donc, la religion des Grecs aux éditions Labor. Professeur à l'Université de Bruxelles et à l'Université de Mons. Voilà. Alors, il y a aussi le génie grec dans la religion de Louis Gernet et André Boulanger, dans la collection L'évolution d'humanité chez Albin Michel. Alors ça, c'est un livre que vous devez lire à tout prix, d'autant plus qu'il a été destiné pour des non-spécialistes, et Jean-Pierre Vernant, qui était le plus grand spécialiste d'histoire des religions, décédé récemment, spécialiste de la religion grecque, plus grand mythologue, un ouvrage publié au Seuil, je crois qu'il a été édité en poche maintenant, L'univers, les dieux et les hommes. Et on le voit lui-même en couverture devant une pierre sur laquelle sont gravés un certain nombre d'inscriptions. Ça, c'est un ouvrage à lire, ça se lit c'est superbe à lire, très facile. Et vous savez que les enfants entre 10 et 13 ans, ils adorent la mythologie grecque. Et si vous lisez ce livre, vous allez voir, c'est un vrai délice, quoi. Donc je vous le conseille vivement. S'il y a un livre que je vous conseille parmi tous ceux que je vous ai montrés ici, c'est bien celui-là. Alors là, c'est dans la petite collection 2 €, alors ça vaut peut-être la peine de l'acheter quand même, chez Librio, la collection Librio de Gilles Van Eems, Dieu héros de la mythologie grecque. Vous connaissez cette petite collection à 2 €? Alors, de Robert Flasselière, Devin et oracle grec. Et de Marie Delcourt, qui était professeure à Liège, qui était elle-même le maître de Roland Craé, qui fut mon professeur, Les grands sanctuaires de la Grèce antique chez Gérard Montfort. J'ai dit.